Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui j'aimerais vous parler et vous expliquer comment est-ce que les animés japonais, l'animation japonaise fait pour être aussi belle. C'est pourquoi on va parler d'animation japonaise et de vos animés favoris tout au long de cette vidéo. Et on va commencer par s'intéresser à qui produisent les animés. Mais qui sont-ils? Donc pour produire un animé japonais, il faut un studio d'animation. Il existe beaucoup de studios d'animation différents et chacun de ces studios regroupe toutes les personnes nécessaires à la création de l'animation, des personnages, de la musique, ainsi que de la post-production pour pouvoir créer au final un animé au complet. Il existe beaucoup de studios d'animation qui sont tous plus ou moins célèbres, et pour en citer quelques-uns, il y a le studio Ghibli qui est lui mondialement connu. D'ailleurs il me semble qu'il va y avoir un parc dédié au studio Ghibli. Il y a aussi le studio Kyoto Animation, le studio Toei Animation, Madhouse, Mappa ou encore A1 Pictures, et le studio connu pour ses incroyables longs métrages qui est Comics Wave Films. Et chacun de ces studios va avoir en fait leur sorte de propre patte artistique ou en tout cas un domaine dans lequel ils sont vraiment meilleurs. Donc il y a par exemple le studio Ghibli qui lui a un style bien défini et vraiment très reconnaissable avec notamment des styles de personnages très particuliers. Et notamment quand on voit l'image d'un film Ghibli, on sait que c'est un film Ghibli simplement en regardant les images. Kyoto Animation qui a vraiment su se démarquer avec l'animé Violet Evergarden absolument magnifique de par ses décors et ses personnages. Et d'ailleurs pour Violet Evergarden il n'y a pas que les images qui sont belles parce que les musiques sont absolument incroyables et l'OST est vraiment folle. Ou plus récemment on entend beaucoup parler du studio Mappa qui a produit L'Attaque des Titans et Jujutsu Kaisen qui justement ont été des animés plutôt populaires ces derniers temps, qui lui travaille sur plutôt un style plus dark et plus sombre. Et parmi tous ces studios, évidemment qu'il y en a des meilleurs, mais il y en a aussi des moins bons, et c'est comme ça qu'on se retrouve par exemple avec Platinum End qui a eu une animation vraiment objectivement pas très belle, et donc le résultat est pas fou. Mais après on a aussi des gros ratés de la part même des plus gros, comme par exemple Toei Animation qui a fait beaucoup parler de lui avec l'animation de Dragon Ball Super il me semble, avec ses dessins plutôt bâclés et qui ont vraiment fait polémique sur internet. Mais sinon de manière plus générale, tous les studios vont être capables de faire de la bonne animation, ça va juste dépendre de si on leur laisse assez de temps ou si les ressources qu'ils ont sont assez bonnes. La popularité. Donc en général, quand on va avoir l'adaptation d'un manga ou d'un light novel en version animée, il faut déjà que l'histoire soit plutôt hype et soit un petit peu populaire pour qu'on puisse justement faire une adaptation animée. On a l'exemple de Demon Slayer qui, avant d'avoir son adaptation animée, avait dépassé One Piece en nombre de ventes, ce qui était complètement historique parce que One Piece dominait le marché et le top 1 de la vente de manga depuis des années, et là voir un animé qui a réussi à dépasser One Piece, c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant, et donc c'est pour ça par exemple que Demon Slayer a réussi à avoir son animé. Donc en général, on cherche des histoires à gros potentiel. Et donc justement, si l'histoire n'est pas assez prometteuse et que l'animé ne réalise pas des assez bons scores, en fait, l'animé risque de ne pas avoir de suite ou même simplement de pas avoir de fin. Et on a par exemple l'animé Real Life qui lui a dû s'arrêter à 13 épisodes pour être terminé en simplement 4 épisodes relativement faits à la va-vite et relativement bâclés parce que justement les 13 premiers épisodes n'avaient pas réalisé d'assez bons scores. C'est triste parce que pourtant moi j'avais bien aimé. J'ai même le tome 1 juste ici. Vous voyez? Mais encore, cet animé a eu de la chance parce que d'autres n'arrivent même pas et n'ont même pas de suite. Toutefois, il est quand même possible de faire un animé qui n'est pas adapté d'une œuvre originale à la base. On a par exemple Makoto Shinkai qui lui écrit ses films sans se baser sur une histoire déjà existante. Ce qui n'a pas empêché de percer dans le box-office du Japon. Mais bon, finalement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir finalement un bel animé, il faut soit que l'œuvre dont on s'est inspiré pour faire l'adaptation ait déjà un gros potentiel, ou que l'auteur de l'œuvre soit déjà bien reconnu, comme par exemple Makoto Shinkai. Le budget. Maintenant qu'on a une histoire bien populaire, ou alors qu'on est un réalisateur bien populaire, on a accès à du budget pour justement réaliser l'animation. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, 20 minutes d'animation japonaise coûtent environ 100 000 $. Et ça varie de 50 000 à 300 000 $. Et pour vous préciser, un épisode de Demon Slayer a coûté entre 80 000 et 90 000 $ à produire. Mais bon, c'est qu'une moyenne parce qu'évidemment, quand l'animation de l'épisode est bien plus travaillée, le prix va un petit peu forcément monter. Et ouais, 100 000 $, c'est quand même pas mal. Cependant, j'aimerais vous montrer que le budget ne fait en fait pas grand chose dans l'animation japonaise. En effet, un épisode de Dragon Ball Super, par exemple, que personne ne retient pour sa qualité absolument exceptionnelle, coûte en moyenne le même prix, voire même plus qu'un épisode de Demon Slayer, que là, vraiment, on a tous été absolument impressionnés par la qualité de l'animé. Et ce qu'on a avec Dragon Ball, ça va être la même chose pour One Piece, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, le budget va être largement compensé par le fait qu'on ait la licence Dragon Ball et la licence One Piece à faire perdurer, que ce soit par l'adaptation du manga avec One Piece, ou simplement faire perdurer la licence qu'est Dragon Ball pour toujours vendre encore plus de goodies, de
vêtements, etc. Tout ça relié à l'univers de Dragon Ball. Et donc de manière globale, le prix d'un film d'animation japonaise va relativement coûter le même prix. Ça va varier pour un film d'1h30 entre 10 millions de dollars et 30 millions de dollars, ce qui fait entre 100 000 dollars les 20 minutes et 300 000 dollars les 20 minutes. Donc voilà, donc c'est en général peut-être un petit peu plus haut, mais la différence de prix n'est pas absolument incroyable non plus. Et donc pour conclure sur cette partie budgétaire, il faudrait conclure que le budget n'impacte pas réellement la qualité de l'animation. En effet, un petit budget va simplement réduire le nombre de personnes qui peuvent travailler sur le projet et simplement allonger la durée de production. La technologie. Donc pour partir du tout début, à la base on avait littéralement des dessins animés, donc on dessinait image par image ce qu'on voulait animer et on enchaînait les images qui donnaient une animation. Tout ça a été fait sur papier, mais évidemment de nos jours on a des nouvelles technologies qui permettent d'augmenter la cadence de travail ou même de faire des rendus meilleurs. Et donc pour aborder une des technologies plutôt récentes dans le monde de l'animation japonaise, j'aimerais vous parler de la 3D. En effet, la 3D qui fait pas mal débat est de plus en plus utilisée dans l'animation japonaise en général, et dans les nouveaux animés. La raison étant que dans certaines situations, ça revient bien moins cher d'utiliser de la 3D et du CGI pour faire l'animé en fait. Par exemple, dans la dernière saison de l'Attaque des Titans qui a été réalisée par MAPPA, on utilise pas mal la 3D pour justement les titans. En effet, au tout début de l'intégration des combats dans l'animation japonaise, c'était beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher à faire. On remarque l'incroyable Evangelion qui avait littéralement révolutionné le monde de l'animation japonaise quand celui-ci était sorti, de par ses dessins très détaillés et l'animation des combats très réaliste et complexe. Par ailleurs, la 3D est plus récemment utilisée dans des animés comme des Slice of Life par exemple, qui sont beaucoup plus posés, où il y a beaucoup moins de phases de combat, ou voire même pas du tout, pour justement raconter de la tranche de vie plutôt posée. Et dans l'animé plutôt récent My Dress Up Darling, on voit l'utilisation de la 3D, justement pour mettre en scène nos personnages de manière un petit peu plus complexe, de réaliser des positions et des animations qu'on n'aurait pas pu faire par justement manque de budget, et que là on peut se permettre, parce que justement c'est de la 3D, et qui est ici dans cet animé là très très bien intégré. Bon après c'est vrai que pour My Dress Up Darling, ils ont un petit peu forcé sur ce qu'il fallait animer en 3D. Alors certes, la 3D est bien moins chère à produire, mais elle n'offre clairement pas le meilleur des résultats. En effet, certains films ou certaines séries qui sont faites entièrement en 3D sont pour moi loin d'être les meilleurs. On a par exemple Ice Core Girl, Berserk ou encore le dernier film de Miyazaki, qui selon moi sont vraiment absolument hideux. Non honnêtement, je trouve vraiment que c'est pas quelque chose de ouf quoi, je suis vraiment pas fan. Ou alors on a aussi des intégrations 3D dans une animation 2D traditionnelle, dans même les meilleures qui sont mal faites. Et donc si je reprends Demon Slayer, dans certaines scènes, il y a de la 3D vraiment pas très belle, qui pique les yeux et qui personnellement me sortent vraiment de l'univers. Selon moi, la 3D a vraiment sa place quand on ne la remarque pas. Là où je pense que les œuvres entièrement en 3D sont clairement une erreur, c'est qu'elles ont cru pouvoir changer le style de l'animation japonaise pourtant si particulier et qu'on trouve tous si beau, alors qu'il ne fallait que sublimer ce style avec justement l'utilisation de la 3D. Si je prends un autre exemple, dans l'animé Vivi, on a des scènes qui sont faites entièrement en 3D, mais que personnellement, au visionnage, je n'ai absolument pas remarqué la présence de la 3D, et ça a apporté une complexité dans certaines scènes absolument inouïe, et qui, je trouve, est vraiment incroyable. Et selon moi, la 3D offre des possibilités encore plus grandes de créativité. Mais après, en dehors de la 3D, il existe aussi beaucoup de technologies différentes qui permettent d'améliorer la qualité de l'animation japonaise. On peut prendre l'exemple du post-processing, qui lui est justement très impressionnant dans Vivi, et plus globalement, dans les animés récents, les animateurs vont utiliser un effet de flou qui rend une sorte d'effet bokeh, comme si c'était pris avec une caméra, alors que c'est simplement des dessins, qui, je trouve, est vraiment très beau. Et en général, dès que dans un trailer, je vois un effet comme ça, bokeh artificiel, je me dis que ça va franchement être beau, et j'ai relativement jamais été déçu jusque-là, donc je suis plutôt content. En effet, tous ces effets de 3D ou de post-processing sont un marqueur fort dans l'évolution de la qualité de nos animés. Et selon moi, la 3D va vraiment plus être utilisée pour sublimer l'animation traditionnelle que de faire des œuvres complètement 3D qui, honnêtement, sont vraiment pas ouf, à part quelques exceptions évidemment. Le décor et le style graphique. Alors selon le style de l'œuvre, l'apparence va énormément changer. Déjà, l'animation se sépare en deux grandes phases pour synthétiser. Il y a l'arrière-plan qui lui ne bouge pas et qui était dessiné avant à la main, carrément en peinture, et les personnages qui sont eux animés et qu'on place devant l'arrière-plan. Et donc dans une œuvre comme par exemple Your Lie in April, on va avoir des arrière-plans et un style plutôt général, plutôt pastel et aquarelle, pour nous transmettre cette histoire d'amour puissante et bouleversante. Et on va avoir d'un autre côté Vivi qui lui prend place dans un univers beaucoup plus réaliste, avec des dessins beaucoup plus réalistes, pour nous plonger dans un univers dystopique et nous faire peut-être prendre conscience que ce qui se passe dans l'histoire pourrait peut-être aussi se passer dans notre monde. Quand d'autres, comme Kaguya-sama, qui lui se contente d'une animation
plutôt simples et traditionnels pour l'heure actuelle, pour nous transmettre toutes les blagues et les situations rocambolesques dans lesquelles se trouvent nos personnages. Accessoirement, Kaguya-sama Love is War, allez regarder ça tout de suite si vous l'avez pas vu parce que je trouve que c'est absolument incroyable. J'ai le tome 1 juste ici, donc allez voir ça, c'est vraiment une grosse dinguerie ce truc. Et selon moi, il n'y a pas de mauvais style graphique, simplement différents styles graphiques qui vont plus ou moins bien correspondre à l'univers qu'on veut nous transmettre et l'histoire qu'on veut nous partager. Le futur de la recette. Je trouve personnellement super passionnant de voir saison après saison la qualité des animés augmenter petit à petit. Et comme je l'ai dit récemment, je trouve l'intégration de la 3D de mieux en mieux faite et ça me donne encore plus envie de voir les prochains animés qui vont arriver. Et dans le futur, on va tendre à avoir des animés qui vont être de mieux en mieux réalisés, peut-être grâce aux réalisateurs et aux directeurs qui sont devenus plus exigeants, ou plus simplement grâce aux standards du monde de l'animation japonaise qui ont augmenté au fil des années, avec les nombreuses techniques qu'on développe petit à petit pour créer les plus beaux animés qui soient. Et comme j'ai pu le dire, un animé peut être magnifique avec son style. C'est pourquoi un style simple convient parfaitement à du registre plutôt comique. Et donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez une autre vidéo sur l'animation japonaise en général. Comme beaucoup d'entre vous, j'aime beaucoup cet univers manga animé, et donc analyser ce monde de plus loin, prendre du recul en vous expliquant ce que je pense de cet univers en général, est franchement quelque chose que je trouve vachement intéressant. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon petit décor comme ça, avec les petites références qu'il y a comme les mangas ou cette horloge. Petit indice, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 18h16. Et aussi, je viens de me rendre compte que si vous faites attention à l'horloge, vous allez voir que j'ai pas tout enregistré dans le même ordre. Mais bon, mettez des commentaires, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, allez, à plus!